Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un musicien, plus précisément un chef d'orchestre qui, dès son plus jeune âge, a connu les grandes salles nationales et internationales en compagnie d'ensembles tels que l'Orchestre de Paris, de Bordeaux ou de Berlin. Et il s'agit de Cristian Oroșanu, actuellement chef d'orchestre permanent de la Philharmonie de Brașov. Avant de lui donner la parole, je préciserai que Cristian Oroșanu aime lancer de nouveaux projets. Il a par exemple fondé un nouvel orchestre en Roumanie, le Camerata Kronstadt, et cette année, il a créé l'Orchestra's Conductor Competition, un projet original dans lequel ce sont les lauréats du concours de direction qui sont choisis par les membres de l'orchestre et non par un jury extérieur. Diplômé de l'Université nationale de musique de Bucarest, il a connu les plus grands musiciens et a enseigné pendant 6 ans à l'Université George Enescu de Iași. Cristian Oroșanu, bonsoir. Bonsoir Laurent, merci pour l'invitation. Mais le plaisir est pour nous. Alors, avant de parler de votre actualité et de musique, évidemment, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce projet, de ce concours que vous avez lancé. D'où vient l'idée de ce concours? Est-ce que c'est pour compenser un manque? C'est parce qu'il y avait un déficit quelque part? Expliquez-nous d'où vous est venue l'idée. L'idée m'est venue en participant aux différents concours de direction en tant que membre du jury ou en tant que candidat quand j'étais plus jeune. Et il se trouve que j'ai constaté un décalage entre l'avis des jurys et l'avis de l'orchestre. C'est-à-dire qu'assez souvent, les gagnants, surtout le premier prix, n'étaient pas forcément le choix de l'orchestre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gagnants, les 3 qui sont en finale du concours, c'est eux qui vont venir diriger l'orchestre la saison ou les saisons suivant ce concours. Et en fait, c'est l'orchestre qui, je peux pas dire qui subit, mais qui va recevoir ces gens-là, qu'ils aiment ou pas. Et donc, mon idée, c'était de donner une voix, de donner un pouvoir aux gens de l'orchestre qui sont des très bons musiciens et qui sont capables de juger par eux-mêmes, et pas seulement de juger, mais de prendre la responsabilité pour des gens qui vont inviter à diriger leur orchestre la saison prochaine ou dans 2 saisons, et ainsi de suite. Mais ça paraît effectivement tout à fait naturel, et c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout jusqu'à présent? Si, ça se faisait, mais pas forcément organisé sous la forme d'un concours. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'ai été pendant une année, j'ai été assistant à Berlin, chef assistant à Berlin. Eh ben, c'est l'orchestre qui m'a choisi. Il y avait plusieurs candidats, et c'est l'orchestre qui a eu un vote et qui m'a choisi. C'était pas un jury. Aussi, souvent, quand il y a plusieurs candidats pour un poste de directeur musical d'un orchestre, c'est souvent les voix des musiciens d'orchestre qui comptent beaucoup. La décision finale appartient au management, mais le management tient compte pas mal de ce que l'orchestre dit. Parce qu'en fait, c'est une responsabilité inouïe de faire un contrat pour un musicien, pour un chef d'orchestre, pour qu'il soit directeur musical dans les 3 ans à venir ou 5 ans à venir. Vous voyez, c'est comme les présidentielles, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça se fait, mais pas organisé de cette façon-là, pas
pas comme un concours d'orchestre, de direction d'orchestre. D'accord. Donc, j'ai eu l'idée d'organiser ce concours. Et en fait, je reçois beaucoup de feedback de partout, hein, dans le monde. Et tout le monde me dit c'est une très bonne idée. Et j'ai déjà des gens qui se sont inscrits. Et je ferai une première édition à Bachov parce que c'est plus facile pour moi. Mais ensuite, je vais exporter ce projet à n'importe quel orchestre du pays ou du monde qui aime mon concept. Voilà. Tout à fait. Alors parlons un petit peu de vous. À quel moment de votre carrière vous situez-vous? Ben, je me situe au milieu de ma carrière. Pile au milieu, vous voyez. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce sentiment d'être, pile au milieu de sa carrière? Ben, c'est-à-dire que je n'ai plus des envies comme ça de jeunesse, de faire une carrière éblouissante, d'aller un peu partout. Et en même temps, je Et vous l'avez concentre, fait de toute façon? oui, je concentre mes énergies pour, pour donner une meilleure qualité de l'acte musical. C'est-à-dire que je me concentre moins sur la carrière et plus sur la qualité de ce que je fais. D'accord, et je suppose que avec la Philharmonie de Roachow, vous avez, l'équipe, pour précisément arriver, à ce que vous voulez en termes musical, en termes de son? Là, absolument, oui. Depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a une équipe fantastique qui est à Bachov. Ce sont deux pianistes, en fait, qui sont sur les postes de management. Mmh. Donc, le manager s'appelle Ioan Dragoș Dimitriu. C'est un pianiste, un jeune pianiste qui a étudié à Vienne le piano et aussi le management. Il est venu avec, pas seulement avec une énergie nouvelle, mais aussi avec des connaissances, avec une expérience qui vient de l'Europe de l'Ouest, qui se voit déjà dans nos saisons. Et aussi le directeur artistique, c'est le bien connu pianiste roumain Horia Mihail. Mmh. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui vous, plaît le plus, ce sont les symphonies, l'opéra? Qu'est-ce que vous préférez? Écoutez, j'ai dirigé pas mal à l'opéra. Hein. J'étais chef attitré de l'opéra de Cluj, de Bucarest et de Iași. Hein. Et j'ai dirigé beaucoup d'opéras. C'est un répertoire que j'aime beaucoup. Ça me, ça me donne des satisfactions très différentes, en fait, du répertoire symphonique. Mais à ce moment, je fais moins ça. Ça a besoin de beaucoup de travail. Il faut travailler avec l'orchestre, avec les chœurs, avec les solistes. Il faut mettre tout ça ensemble et ça prend beaucoup de temps et c'est assez fatigant. Aussi, en ce moment, tout ce qui concerne beaucoup de monde au même endroit, petit problème. J'espère que ça va disparaître, ça. Donc, du coup, dans les 2 dernières années, j'ai fait plus de musique symphonique et plus avec des formations petites, puisque voilà, les règles, Mmh. étaient imposées comme ça. Vous l'avez vécu comment, ces 2 dernières années? Comment vous avez, en plus en tant que chef d'orchestre, comment vous avez vécu ces 2 années? Est-ce qu'elles vous ont, d'un autre côté, permis de travailler sur d'autres choses et quelque part elles ont été bénéfiques? Et pour moi, oui, il y a plein d'artistes qui l'ont mal pris, ça, parce qu'ils sont habitués à être sur scène tout le temps. Et moi, non, moi plutôt, j'ai senti un moment plus détendu. J'ai j'ai profité pour revoir plusieurs projets à moi, notamment un projet euh, pédagogique. Euh, j'ai étudié à Bucarest avec un grand professeur qui s'appelait Constantin Bugeanu.
Mhm. et dont j'ai à la maison plein de notices comme ça, je crois que je dois avoir 10 cahiers différents, que j'ai jamais touchés depuis 30 ans déjà. Et que cette année, j'ai pu organiser un peu. C'est, c'est Qu'est-ce qu'elles vraiment. vous ont apporté, ces notes? Ah ben, maintenant, je comprends beaucoup mieux ce que Maestro Bujanu m'a raconté à l'époque. Lui, il était un grand spécialiste pas seulement de la direction d'orchestre, mais de la phénoménologie dans la musique. Et c'était Alors, qu'est-ce que c'est la phénoménologie dans la musique? phénoménologie, c'est un courant philosophique Mhm. qui s'est développé en Allemagne par Husserl et Heidegger et en France par Jean-Paul Sartre. Et donc, en deux mots, c'est un courant philosophique qui rend les choses très simples. C'est-à-dire, on voit la réalité telle qu'elle est et on n'essaie pas de compliquer les choses, on simplifie les choses. C'est comme une sorte de méditation en philosophie. Ça me fait penser à une méditation indienne qui s'appelle Vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Alors, quand cela s'applique à la musique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que la façon dont on étudie les partitions se simplifie beaucoup et ça part d'un noyau euh, musical qui est en fait qui est très simple. Et en général, les musiciens se compliquent, ils prennent un peu de là, un peu de là, un peu de là, et ils compliquent beaucoup les choses. Alors que si on part d'un noyau simple, euh, juste parce que on lit la partition sans un a priori. Par exemple, sans écouter un enregistrement. On lit la partition comme on lisait un livre et on découvre ce que le compositeur a voulu écrire, aussi musicalement, mais aussi de point de vue herméneutique, on va dire, le message qui est derrière la musique. Et Mhm. ça, on peut le comprendre si on étudie la partition, simplement la partition, sans écouter tout ce qui a été fait avant. Mais est-ce que ça veut dire quelque part mettre de côté les règles qui sont plutôt très mathématiques de l'harmonie? Non, pas du tout. C'est D'accord. justement, il faut les prendre en considération. Mais ce Mhm. que je veux dire, c'est avant d'écouter ce que autres musiciens ont fait auparavant, il faut d'abord nous comprendre la partition directement, dans une relation directe. Moi, musicien, Sans avec la influence, d'accord. voilà, Mhm. sans influence. Et après, une fois que la partition est apprise, Mhm. apprise Mhm. euh, on peut écouter ce qu'a fait Karajan, ce qu'a fait Celibidache et ce qu'a fait d'autres grands musiciens. Et aussi, on comprend des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est bien. Mais par contre, faire le contraire, on perd beaucoup d'informations parce que c'est comme si on allait au théâtre. C'est possible, Mhm. mais c'est autre chose quand on connaît la pièce. Et jusqu'à présent, la démarche classique a été de prendre en compte ces influences. Donc là, c'est un peu une petite révolution. Non, 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 je ne pense pas que ce soit une révolution. C'est une façon, euh, c'est une façon d'abord simple et aussi sincère de aborder un répertoire, une partition, tout simplement. Et en fait, c'est très profond comme façon de l'étudier. Mhm. Parce que c'est une relation, c'est comme si tu connais quelqu'un et en fait, au lieu de connaître la personne, ben, on demande à un tel ou un tel, qu'est-ce que vous pensez de lui? Mais non, il Ouais. faut d'abord connaître la personne et puis après, peut-être je vais écouter à droite à gauche ce que les autres disent. Donc, Mais le plus important, c'est de connaître moi-même la personne ou donc, la partition.
C'est une façon d'aborder les choses quand même assez, oui, bien différente. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie le bon musicien, l'excellent musicien et la star? Ah, eh bien, la star, je vais commencer à l'envers. La star, c'est un musicien qui a un très bon marketing, qui a en général un très bon agent, un impresario assez fort, qui le, qui le pousse devant. Et, et en général, ça fait des stars. Mais il faut résister. Et qu'on soit bon ou pas bon musicien, il faut résister parce que c'est comme dans le sport, quoi. C'est beaucoup de pression. Donc, les gens qui résistent, eh ben, ils deviennent des stars. Il y a, il y a évidemment, il y a l'élément valeur du musicien. Donc, il y a pas, il y a, je ne pense pas qu'il y ait des stars, des mauvais musiciens. Ça n'existe pas. Ça se voit tout de suite. C'est pas possible. Donc, forcément, ce sont des bons musiciens. Après, la différence entre un bon musicien et un excellent musicien, à mon sens, n'a pas de rapport avec, avec ce qu'on appelle la star. C'est-à-dire qu'un bon musicien peut arriver à être une star et un excellent musicien peut ne pas être intéressé ou peut ne pas arriver ou ne pas résister à la pression que suppose être un star. Voilà. Et après, bon, un mauvais musicien, il ne faut pas en parler. Bon, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est le mot allemand Kunst, qui veut dire art, ça vient du mot können, pouvoir. Donc en fait, dans l'art, c'est simple, c'est on peut ou on ne peut pas. On a du talent ou on n'a pas du talent. Et après, si on n'en a pas, eh ben, on va faire autre chose. Mais s'il y a du talent, après, il y a beaucoup de travail derrière. Et quand vous regardez le monde de la musique en Europe aujourd'hui, est-ce que vous le trouvez précisément en parlant de ces stars et de celles et des musiciens qui ne sont pas des stars, est-ce que vous trouvez que c'est un monde plutôt sain et qui se régénère naturellement, je dirais, et qui sait, voilà, qui sait maintenir ces valeurs musicales? Je ne sais pas répondre à cette question. Je peux dire que effectivement, je sens une pression. Il y a un monopole des agents, ça c'est sûr. Et, et en fait, ces agents-là, ils poussent un Y au lieu de pousser un autre. Et ça n'a pas tout le temps le soutien musical derrière. Et c'est Moi, quelque chose qui s'est amplifié ces dernières années? comment? C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur ces dernières années, l'influence des agents par rapport à il y a quelques années? Oui, tout à fait, oui. Vous, c'est quelque chose qui vous dérange? C'est quelque chose qui me dérange, oui, parce que c'est un monopole. C'est-à-dire, si on ne fait pas partie des grands agences européennes ou mondiales, il y en a pas beaucoup, hein, peut-être une dizaine, eh bien, on peut pas arriver sur le marché international de première ligne. On ne peut pas, même en étant un excellent musicien, on ne va jamais être invité directement par une institution. Ça va toujours passer par un agent. Et ça touche les chefs d'orchestre, les musiciens, tout le monde? Ça touche les solistes, les chefs d'orchestre principalement, hein, les chanteurs, tout ça. Ça passe par des agences à 100%. Sauf dans les pays de l'Est. C'est intéressant. Par exemple, en Roumanie, puisque on en parle, il n'y a aucune agence. Sauf l'agence qui organise le festival UNESCO. Mais en fait, c'est une agence International, ouais.
qui s'occupe que de ça, le festival UNESCO. Mais sinon, il n'y a pas d'agence artistique en Roumanie. Et il y a quelques gens qui ont essayé, mais ça ne marche pas. Parce que les orchestres sont habitués à avoir un rapport direct avec les musiciens. Et si un agent essaye de s'interposer, eh ben, on ne va pas le prendre au sérieux. C'est amusant, ça. Et qu'est-ce que la musique vous a apporté dans votre vie intime, intellectuelle, dans votre vie de façon générale? Comment vous la définiriez pour vous, cette musique, et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Je peux dire que ma vie est pleine de musique. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est passé par la musique. Même la littérature, par exemple. J'ai découvert beaucoup de littérature parce que ça a été transposé en musique et puis que j'ai été curieux, que j'ai lu un autre livre. Peut-être pas à 100%, mais en grande partie. Et en fait, toute ma vie a été organisée autour de ma carrière artistique. Et la musique, c'est comme l'air que je respire. C'est présent tout le temps. Chez vous, vous avez combien d'instruments? Je suppose que vous avez un piano? Oui, j'ai un piano parce qu'il y a ma fille maintenant qui essaye d'étudier un peu le piano. Mais sinon, moi, je ne joue pas vraiment du piano. J'en ai fait quand j'étais petit, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 8 ans, j'ai fait du piano. Et après, j'ai fait du corps. Du corps français. Hein. D'accord. C'est pas le corps anglais. Je sais pas si vous faites la différence. Non, pas trop. Dites-moi. Le corps anglais, c'est celui qui ressemble à un hautbois, alors que le corps français, c'est le corps en cuivre. Je vois. Ah oui, d'accord. Et vous Il en avez y a même une anecdote qui dit que le corps anglais est d'origine française, alors que le corps français est d'origine allemande. D'accord. C'est vrai, d'ailleurs. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est vrai. D'accord. Comment vous qualifieriez votre façon de diriger un orchestre? Simple, direct, sans chichi. Sans chichi. Est-ce que vous trouvez vous avez en tête des chefs d'orchestre qui, pour vous, font un peu trop de chichi? Ah oui, mais vous avez dit que je n'allais pas vous donner des noms. Non, évidemment pas, non. Donc simple, direct et d'accord. C'est vrai que quand on est novice dans le domaine, ce qui est plutôt mon cas, je suis assez ébahi de voir comment il n'y a pas de contact souvent visuel avec, alors peut-être les solistes, mais sinon avec l'ensemble de l'orchestre. Entre le chef d'orchestre et les musiciens, mais qu'il y a cette harmonie qui se crée. Est-ce que les musiciens, quand ils jouent, ils voient le chef d'orchestre, mais comment ils le voient exactement? Est-ce qu'ils voient plutôt sa baguette? Vous voyez ce que je veux dire? Comment se crée cette harmonie? Oui, en fait, ce que vous comprenez peut-être pas, c'est que le travail le plus important d'un chef ne se fait pas pendant le concert. Ça se fait en répétition. En fait, la qualité d'un concert va dépendre de la qualité des répétitions qu'un chef fait. Donc, la façon dont il organise les musiciens pour qu'ils arrivent à jouer quasiment tout seuls. En fait, à mon avis, la situation idéale, ce serait que le chef disparaît et que les musiciens puissent jouer comme la musique de chambre sans chef. Il y a d'ailleurs quelques orchestres dans le monde, notamment en France. Je ne sais pas si vous connaissez les Dissonances. Les Dissonances, c'est un orchestre qui est actuel, ça existe maintenant, et qui joue tout le temps sans chef. Mais en fait, je connais d'autres orchestres aussi qui peuvent jouer sans chef. Et ce qui est important, c'est le travail qui est fait derrière. Ça peut être un chef qui après disparaît. Ça peut être le premier violon qui connaît très bien la partition et qui sait faire travailler l'ensemble. N'importe.
Mais si un ensemble, qui soit petit ou grand, arrive à jouer sans chef, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, les musiciens s'entendent le mieux par les oreilles et pas par la vue. Mais Un chef qui est devant impose aussi un élément visuel, en montrant des choses. Alors que si le chef n'est pas là, tout le monde ouvre les oreilles et ils écoutent leurs collègues. Et si le travail en répétition a été bien fait et que la partition est bien conçue, bien articulée, ah ben c'est parfait. Il n'y a pas besoin de chef. alors vous êtes presque en train de dire que pendant un concert, le chef d'orchestre fait de la simple représentation? Non, pas autant. Mais je veux dire, si de nos jours, il y a tellement de bons orchestres que si le chef disparaît de là, il n'y aura pas grande différence. Mais à condition que le chef ait fait son travail en répétition. Parce que si ce travail n'a pas été fait, bien sûr, ça sera le bazar. Et alors précisément, quand vous êtes en plein concert, est-ce que vous diriez que vu que le travail a été fait avant, vous n'avez plus trop de pression et vous profitez simplement de la direction d'orchestre sans trop de stress? Non, en fait, il y a une relation qui se crée entre le chef et l'orchestre, et c'est comme une petite dépendance que les musiciens d'orchestre développent. Et il Moi, faut cette présence quand même. voilà, je m'amuserais pas à les laisser sans chef, parce que c'est pas facile, hein. On a eu un cas il y a pas très longtemps à Bachov, il y a un mois. Il y a eu un problème avec un chef. Et donc, on m'a appelé le jour du concert. Est-ce que vous pourriez sauver le concert? Et j'ai demandé, bon, mais qu'est-ce qu'il y a au programme? Et ils m'ont dit, ben, c'est la cinquième de Beethoven. Bon, ça, c'est bon. Je me réveillais à 3 heures du matin, je le connais. Mais il y avait le concerto pour alto de Walton. Et ça, c'est un concerto très, très difficile et que je ne connais pas. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je peux vous aider avec la symphonie, mais pas avec le concerto. Et la soliste, il y avait une soliste japonaise qui s'est dit, bon, ben, écoutez, le troisième mouvement, je ne peux pas, mais les deux premiers, je vais essayer de faire sans chef. Et finalement, ça a été une expérience inouïe pour les musiciens et pour le public. Parce que je suis sorti devant le public, j'ai dit l'histoire, et donc je leur ai dit, puisque je ne connais pas la partition, sincèrement, je ne peux pas, je vais plus les ennuyer que les aider. Et donc, c'est la soliste qui va essayer de diriger en même temps que jouer. Et ils ont fait ça. C'était remarquable. C'était vraiment bien. Il y a eu quelques petits décalages, mais peut-être il n'y a que moi qui a entendu ça et pas le public. Et voilà. Et puis ça a été un grand succès. Ah, super. Mais bon, c'est pas facile, hein. Et si vous voulez, au début, dans l'histoire de la musique, quand on jouait du Bach ou de Haydn ou Mozart, il n'y avait pas de chef. C'était le claveciniste ou le premier violon qui donnait les entrées et puis après, il jouait sans chef. Le métier de chef s'est développé un peu plus tard, quand les partitions étaient bien plus complexes et il y avait besoin de quelqu'un qui était dégrévé de jouer et qui était disponible pour aider les gens qui restent ensemble, qui restent cohérents, qui construisent la partition selon ce que le compositeur a écrit, etc. Donc, c'est un métier nécessaire, surtout pour les partitions, allez, on va dire à partir du XVIIIe siècle. D'accord. Cristiano Orochanu, dernière petite question. 2022, parlez-nous un petit peu de vos projets, des dates importantes de concerts pour vous. Eh bien, mon projet le plus important en ce moment, c'est ce concours dont on a parlé au début.
c'est un projet qui me tient à cœur. Et donc, j'ai hâte de La première voir. édition, ce sera quand? Ce sera le 23 juin cette année. Donc, en Ça, fait, à Brasov? la chauffe, oui, ça, c'est le concert. Le concours se passe la semaine en question avec le concert le jeudi soir, le 23 juin. Voilà, c'est ça. Et puis après, bon, ben, j'ai des petits projets de concert. Je ne sors pas trop du pays parce que j'aime pas trop ces restrictions. Ça m'embête un peu. Mhm. Par exemple, le mois prochain, normalement, je dois avoir un concert avec l'orchestre de la radio de Prague, mais je ne suis pas sûr d'y aller parce que si on me demande des choses que je ne veux pas faire, je préfère rester à la maison. D'accord. Cristiano Rochano, je vous remercie. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir au micro du soir sur RFI. Et je vous souhaite de beaux concerts à venir. Chers auditeurs, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission dès demain sur la page Facebook de RFI Roumanie et la semaine prochaine sur le site rfi.ro à la rubrique Le micro du soir. Je vous remercie. Week-end Plakout. Au revoir.